Livre Emmanuel Razavi, vous écrivez: dans le long entretien qu'il nous a accordé quelques semaines avant la sortie de son autobiographie, l'ex-policier français, Mathieu Gadiri, c'est vous, nous a raconté comment en 1984, alors qu'il menait la vie apparemment banale d'un étudiant sans histoire, il a été approché par les services secrets iraniens. Sans doute lui ont-ils parlé de ses origines, de la grandeur de l'Iran. Sans doute l'ont-ils flatté ou menacé par allusion, par petites touches imperceptibles. Et puis vient la demande, on attend de lui qu'il infiltre le Parti socialiste français, alors que François Mitterrand est à l'Élysée. Et c'est le début d'une folle histoire, Mathieu Gadiri. Tout à fait. En fait, la France est un des pays occidentaux qui a pu infiltrer le service de renseignement iranien à partir de 1984 jusqu'à 1990. Je dois préciser qu'à l'époque, j'étais un jeune étudiant qui finissait ses études de droit et qui voulais devenir avocat. Donc, avec deux amis, l'un qui était inspecteur principal et l'autre inspecteur divisionnaire de la DST, l'ancêtre de la DGSI. D'ailleurs, c'était des amis, ils sont toujours mes amis, je les salue. Mais quand l'Iran vous approche, les services secrets iraniens, vous êtes déjà un agent de la DSI ou pas? En fait, nous avons décidé d'aller vers eux. Ah, donc ils croyaient venir vers vous, ouais. Mais en fait c'était un piège. Voilà. Ils viennent donc vous recruter. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a deux agences de renseignement en Iran. La première, c'est le ministère du renseignement de la République islamique qui a été créé en 1983, aidé et formé par les soviétiques. Donc, nous avons essayé de les infiltrer. Alors déjà, petite question auparavant, comment vous vous retrouvez agent secret au service de la France? En fait, je suis un patriote, et j'ai été étudiant, et je voulais aider mes deux pays, c'est-à-dire l'Iran. Contre les ayatollahs. Voilà. Donc, en infiltrant des services de renseignement, je ne trahissais pas mon pays, l'Iran. Bien sûr. En fait, je voulais le régime, tout simplement. Oui, faire tomber ce régime de Mollah ou participer à le faire tomber, à votre échelle. Parce que le régime de la République islamique devient un ennemi également de la France. C'est-à-dire, à l'époque, donc tous les vendredis, on entendait « ah bah la France, ah bah les États-Unis », etc., etc. Donc vous leur donnez des infos bidons du Parti socialiste, en fait, époque mitterrandienne. Nous, on voudrait savoir, un, comment ils fonctionnent. Deux, quels sont identifiés leurs agents opérationnels et dormants. Trois, pour connaître leurs priorités. C'est ainsi que nous avons pu identifier des agents, nous avons pu comprendre comment ça fonctionne, surtout, nous avons compris que leur priorité, c'était de trouver des agents d'influence parmi les personnalités et les intellectuels de gauche. Donc, donc ils recrutaient des personnalités de gauche. C'est-à-dire, en fait, pour eux, on y revient. Il fallait trouver des intellectuels et des personnalités qui cochaient trois cases. Anti-impérialistes, anticolonialistes et antisionistes. Donc, on en connaît quelques-uns encore aujourd'hui. C'était un élément, déjà. Pour eux, c'était une personne potentiellement qui pourrait devenir agent d'influence de la République islamique. Et vous avez des noms? Pardon? De personnes qui ont été recrutées pour devenir agents de l'Iran? De m'approcher, à l'époque, de François de Grossouvre, essayer de voir, parce que à l'époque, il y avait des intellectuels pro-irakiens, pro-iraniens. Et la plupart se trouvaient à gauche, l'échiquier politique en France. Donc cette jonction islamisme-gauchisme, si j'ose dire, ne date pas d'hier. Non, c'est-à-dire même le rôle important des agents d'influence, ça date pas d'hier, ça date de 1984-1985. Et donc votre infiltration au sein des services secrets iraniens a permis de découvrir ces agents d'influence, c'est ça? Quel est le type d'information vous rameniez au service secret français? C'est-à-dire,
il donnait des ordres, il voulait, il me donnait une feuille de route, hein, donc il voulait savoir quelle était l'analyse du Parti socialiste, parce qu'à l'époque, il pensait que la politique étrangère de la France était dictée par Henri Solferino, donc il fallait absolument trouver les analyses et les points de vue des responsables socialistes, et surtout essayer de voir sur qui il pourrait investir. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est que, premièrement, le mot islamophobe a été inventé par l'ayatollah Khomeini. Premièrement. Deuxièmement, ils ont essayé de créer des associations, des centres culturels, aider tous les intellectuels qui voulaient absolument soutenir la lutte du peuple palestinien. C'est-à-dire, c'est les Iraniens, ils savaient très bien qu'ils avaient du mal à trouver des soutiens en Occident. Donc, ils mettent le paquet sur la lutte du peuple palestinien. Et c'est qui commence à introduire dans les manifestations le drapeau palestinien. C'est-à-dire, ils mettent l'accent sur le fait que... Et maintenant, on voit le drapeau palestinien aux côtés du drapeau de la République islamique d'Iran dans des manifestations. 40 ans après, on voit qu'ils ont presque réussi. Parce que vous voyez à la République, le drapeau de la République islamique à côté du drapeau palestinien. Alors Olivier Vial, bonsoir. Vous intervenez d'ailleurs, je le dis, dans le documentaire d'Éric Tedner dont on a parlé en première partie sur la fabrique de la haine, la France insoumise, et vous êtes patron du CERU, donc vous vous intéressez aux différentes formes de